le centre de gravité. Épilogue. D'où parlait cette voix ? Chapitre 1. Le bruit. Pendant 6 épisodes, une voix a parlé sans se nommer. Elle regardait les systèmes comme on regarde une fissure. Il est temps. Je m'appelle Franck Dubray, ancien hacker. Ancien si vous voulez. Il faut dire ancien pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. Mais ce genre de choses ne vous quitte pas vraiment. Ça ne change rien à ce qu'on a été. Et ça ne change rien à ce qu'on voit quand on regarde un système. À mon âge, les détours fatiguent. Un hacker regarde un système et se pose une seule question. Est-ce que c'est vraiment ce que ça prétend être ? Pendant 6 épisodes, j'ai posé cette question au modèle des ESN françaises. J'ai traversé les apparences. J'ai regardé ce qui tenait vraiment. Et j'ai dit ce que je voyais. C'était déjà le même métier. Je ne vous ai jamais dit d'où je regardais. Maintenant, je vais vous le dire. Je viens de la banlieue, Cergy-Saint-Christophe, square de la Belle Épine, lycée Galilée, puis Épita. Pas de réseau, pas d'argent, juste des illusions et de la motivation. Quand on vient de là, on apprend vite que le mot réseau ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et un modem. Si vous avez plus de 40 ans, vous allez reconnaître le son. Si vous en avez moins, vous allez croire que je décris une machine à café en panne. Le son d'un modem 14 400 baud qui se connecte. Ce crépitement, ce sifflement, cette négociation entre deux machines qui se parlent pour la première fois et qui essaient de se mettre d'accord sur un langage commun. Ça durait 15 secondes, 20 parfois, et pendant ces 20 secondes, tout pouvait arriver. Le monde pouvait s'ouvrir, ou la connexion pouvait tomber parce que quelqu'un avait décroché le téléphone dans la pièce d'à côté. J'avais 14 ans, fin des années 80, et ce bruit-là, c'était la porte. La seule porte vers l'extérieur pour un gamin de Cergy qui voulait comprendre comment les choses marchaient vraiment. Pas comment on lui disait qu'elles marchaient, comment elles marchaient quand personne ne regardait. Quand tu grandis sans réseau et sans argent, tu apprends 2 choses très vite. La première, c'est que personne ne viendra te chercher. La deuxième, c'est que si tu veux entrer quelque part, il faudra trouver la porte toi-même. Je n'avais pas de réseau, alors j'ai commencé par ceux des autres. Le modem, c'était ma porte. La première porte, pas la dernière. Derrière la porte, il y avait les BBS, les Bulletin Board System. Imaginez un forum, mais sans le web, sans images, sans souris, du texte blanc sur fond noir. Vous appeliez un numéro de téléphone avec votre modem, le téléphone de la maison, celui que vous partagiez avec vos parents. Donc vous attendiez qu'ils dorment, 2 heures du matin, en général, c'était le bon créneau. Vous composiez le numéro, le modem faisait son bruit, et si tout allait bien, vous arriviez sur un écran d'accueil fait à la main par un type dans sa chambre à Toulouse, à Lyon, à Rennes, parfois à Amsterdam ou à Francfort. Et là, il y avait des fichiers, des messages, des discussions techniques, des gens qui s'appelaient par des pseudonymes et qui échangeaient des choses que vous ne trouviez nulle part ailleurs, du code, des failles, des méthodes, des manières de comprendre comment un réseau téléphonique fonctionnait de l'intérieur, ce qu'on appelait le phreaking, des manières de comprendre comment un système unique se défendait et ce qu'il se passait quand il ne se défendait pas assez bien. Le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est hacking. À l'époque, on n'avait pas vraiment de mot, ou plutôt, on en avait un, mais il ne voulait pas encore dire ce qu'il veut dire maintenant. Hacker, en 1992, en France, ça voulait dire quelqu'un qui veut comprendre, pas quelqu'un qui veut casser, pas quelqu'un qui veut voler, quelqu'un qui refuse de s'arrêter à ce qu'on lui montre, quelqu'un qui tire sur le fil. C'était une posture intellectuelle avant d'être un délit, une manière de traverser les façades. Il y avait des copy parties, des gens qui se retrouvaient dans des appartements pour s'échanger des disquettes de jeux Amiga et Atari. Il y avait la démoscène, des artistes du code qui faisaient des animations graphiques incroyables pour le simple plaisir de prouver qu'on pouvait faire des choses belles avec une machine. Et il y avait les hackers, ceux qui voulaient comprendre les systèmes, pas pour le spectacle, pour le savoir. La scène était minuscule. En France, en 1992, on pouvait compter ces gens-là, pas sur les doigts d'une main, plutôt sur les doigts de 2 mains, avec quelques orteils en bonus. Et puis il y avait la paranoïa. Fin des années 80, le gouvernement français crée un faux Chaos Computer Club France, le CCCF. Le vrai Chaos Computer Club, en Allemagne, c'est une institution. Des hackers, des militants, des gens sérieux. Le faux CCCF français, c'est une opération pilotée par un certain Jean-Bernard Condat, recruté par la DST pour infiltrer la scène underground. L'idée, c'était de faire venir les hackers dans un club officiel, de les repérer, de les ficher, éventuellement de les recruter. Le truc, c'est que tout le monde a fini par le savoir. Et ça a créé un climat de paranoïa magnifique. On se retrouvait sur des BBS à 3 heures du matin, en se demandant si le type avec qui on discutait technique était un passionné comme nous ou un fonctionnaire de la DST qui remplissait un formulaire. C'était formateur, ça vous apprend la prudence, ça vous apprend que dans un réseau, la confiance ne se présume jamais. Ça vous apprend, à 16 ans, ce que certains DSI du CAC 40 n'ont toujours pas compris en 2026. Dans un système, le danger peut aussi venir de l'intérieur. Pendant ce temps, la France avait 30 millions d'utilisateurs de Minitel et 0,4% de foyers connectés à Internet. C'est comme si quelqu'un avait inventé l'avion et que la France avait répondu « Non merci, on a un très bon réseau de diligence ».
Pendant 6 épisodes, j'ai ouvert des capots, des modèles, des marges, des contrats, des pyramides, des métiers. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai dit ce que je voyais. Cette posture, soulever le couvercle, refuser de croire qu'un système est ce qu'il prétend être, elle ne m'a jamais quitté. Elle est dans tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Elle est dans chaque mot de cette série. Elle vient d'un bruit, d'un crépitement dans le noir, d'un gamin de Cergy qui attendait que ses parents dorment pour ouvrir la porte dans le noir. Pas de réseau, pas d'argent, juste des illusions et de la motivation. Et la porte ne s'est jamais refermée. Pas la première, pas la dernière. Chapitre 2. Je rentrais toujours. Il y a un moment précis où la curiosité bascule en métier. Ce moment arrive souvent quand quelqu'un vous confie les clés d'un endroit où vous n'auriez jamais dû entrer. 1995, le gamin de Cergy a 22 ans, et le monde, lui, est en train de basculer. Février. De l'autre côté de l'Atlantique, le FBI arrête Kevin Mitnick, le hacker le plus recherché des États-Unis. 2 ans de traque, une couverture médiatique mondiale, et en un instant, le mot bascule. Avant Mitnick, hacker, ça voulait encore dire explorateur. Après Mitnick, ça veut dire criminel. Le mot ne reviendra jamais complètement. La même année, Netscape introduit SSL, le petit cadenas dans le navigateur, la première brique de confiance sur le web. La même année, le film Hackers sort au cinéma avec Angelina Jolie en roller. Hollywood découvre le sujet et le transforme immédiatement en spectacle. Et la même année, en France, avec Laurent Genier, je fonde Intrinsèque, un cabinet de conseil en sécurité des systèmes d'information. Et au démarrage, avec Laurent, on développe aussi Payline, un système de paiement sur Internet, à un moment où le e-commerce n'existe pratiquement pas, à un moment où Internet lui-même n'a pas encore percé en France. On construisait une solution pour un marché qui n'existait presque pas encore. À l'époque, on appelait ça innover. Aujourd'hui, on appellerait ça un pilote sans budget. Quand on a rejoint Neurone en 1999, on a vendu Payline. Et la chose qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que la solution existe toujours. Il m'arrive encore de l'utiliser. Avec le recul, je vois que tout était déjà là. Avant la cybersécurité de masse, avant le cloud, avant la souveraineté, il y avait déjà cette intuition. Fabriquer une infrastructure de confiance avant que le marché sache encore la nommer. Payline n'était pas un accident. C'était la première fois que je construisais de la confiance pour un monde qui n'était pas encore prêt à l'appeler comme ça. La première brique d'une obsession qui ne m'a plus quitté. On vendait de la sécurité informatique à des gens qui ne savaient pas encore qu'ils avaient de l'informatique à sécuriser. Le premier rendez-vous commercial, c'était toujours le même. Vous arriviez chez un client, un responsable informatique. À l'époque, on ne disait même pas DSI. Et vous disiez « Bonjour, on fait de la sécurité des systèmes d'information ». Et il vous regardait comme si vous veniez de lui proposer une assurance contre les météorites. La phrase que j'ai le plus entendue en 1995. « Mais qui voudrait attaquer notre réseau ?» Et moi, je répondais la vérité. Je sais pas qui voudrait attaquer votre réseau, mais je sais qu'on peut y entrer. Et si vous voulez, je vous montre par où. C'était ça, un pentest en 1995. Pas un mot anglais sophistiqué vendu avec un slide deck de 40 pages. Un type de 22 ans qui disait « Donnez-moi votre adresse IP et 48 heures. Si je ne rentre pas, vous ne me payez pas. Si je rentre, on en parle. » Je rentrais toujours. Toujours. On trouvait des choses magnifiques, des mots de passe admin qui n'avaient jamais été changés depuis l'installation, des serveurs ouverts sur Internet dont personne ne connaissait l'existence, des accès qui auraient dû être fermés depuis des années et qui étaient encore là parce que quelqu'un, un jour, avait dit « on le coupera lundi ». Et lundi n'était jamais arrivé. Les banques ont été les premières à appeler, pas parce qu'elles étaient en avance, parce qu'elles avaient peur. La peur est le meilleur commercial du monde dans la sécurité, toujours a été, toujours sera. Le problème quand on a raison trop tôt, c'est qu'au début, personne n'appelle ça avoir raison. Au début, on appelle ça exagérer. En France, les entreprises qui faisaient ce métier en 1995, vous pouviez les compter sur les doigts d'une main. Il y avait Hervé Schauer consultant, il y avait nous et il y avait le silence. Un couloir vide avec 2 portes. Le métier, c'était ça, entrer pour mieux protéger. À chaque étape, sans le savoir encore, je faisais la même chose. Construire trop tôt ce qui finirait par devenir indispensable. Et puis, le métier a grandi. Parce que le monde, lui, a commencé à casser. On croyait tester des systèmes. En réalité, on testait une époque. Et l'époque mentait aussi. En 2000, I love you. Un vers informatique qui se propage par email. Sujet du message, I love you. Pièce jointe, love letter for you. 45 millions de machines infectées en 24 heures. La démonstration magistrale que le maillon faible d'un système informatique, ce n'est jamais le système, c'est l'humain qui clique sur I love you. Et derrière la une des journaux, il y avait le travail, le vrai, celui qu'on ne filme pas.
La Générale des Eaux nous a appelés. 400 jours de remise en état. 400 jours pour nettoyer, reconstruire, sécuriser ce qu'un seul clic avait détruit. 400 jours pour un email d'amour. La même année, on m'a envoyé à La Hague. La Hague, l'usine de retraitement de combustible nucléaire, le site le plus sensible de France. Et là, il faut que je vous raconte. 3 heures de fouille à l'entrée. 3 heures. Chaque câble, chaque disque, chaque outil vérifié. Puis on nous installe dans un petit bureau, avec une vitre fumée. Et de l'autre côté de la vitre, toute l'équipe informatique du site, qui nous regarde, qui nous épie, qui attend de voir ce que les petits malins de Paris vont bien pouvoir trouver dans leur forteresse. Parce que c'était une forteresse. 3 firewalls en cascade, 3 marques différentes. Une architecture pensée pour qu'aucun attaquant ne puisse traverser les 3 couches. Les gros malins. Ils étaient fiers. On le sentait de l'autre côté de la vitre fumée. J'étais avec Christophe Le Sur. Je l'avais fait entrer chez Intrinsèque en 1999. On avait 27 ans. On était dans un bureau vitré au milieu d'une installation nucléaire, observés comme des cobayes, et on devait prouver que leur système n'était pas ce qu'il prétendait être. Un enfer. Et puis, dans nos scanners, un truc louche. Un service qui n'aurait pas dû être là. Un port ouvert qui ne correspondait à rien dans l'architecture déclarée. On tire le fil, on suit la trace, et on tombe sur des caméras. Des caméras de surveillance du site, accessibles, en live, pépouze. On avait du direct sur l'installation nucléaire la plus sensible de France, depuis notre petit bureau à vitre fumée. La tête de l'équipe informatique de l'autre côté de la vitre. Ça, c'était impayable. Une mission magnifique de jeunesse. Et Christophe Le Sur, celui qui était avec moi dans ce bureau, est devenu directeur général de Cloud Temple en 2017. 26 ans plus tard, il est toujours là. Dans cette vie, les fidélités comptent autant que les intuitions. Ça dit quelque chose sur le métier. Ça dit quelque chose sur la confiance. En 2002, LCL, le Crédit Lyonnais, un test d'intrusion à grande échelle, plus le pentest artisanal des débuts, une radiographie industrielle. Des centaines de cibles, des milliers de vulnérabilités. La première fois que je voyais un paysage entier de risques. Pas un système, pas un serveur, un paysage. Une banque entière ouverte devant nous comme un patient sur une table d'opération. La même année, Bouygues Télécom, le schéma directeur sécurité. On passait de l'intrusion au conseil, de l'ouverture de portes à la construction de murs. Le hacker commençait à devenir architecte. Et puis il y a eu 2004, une autre histoire, plus sombre, plus humaine. Le consistoire de Paris nous appelle. Le consistoire, c'est l'institution qui organise la vie religieuse juive en France. La synagogue, les offices, l'état civil religieux, la cache-route, les fêtes. C'est le cœur administratif et spirituel du judaïsme français. Des milliers de familles, des siècles d'histoire. La secrétaire du consistoire reçoit des mails de menaces, des mails antisémites, violents, répétés, de plus en plus précis, de plus en plus personnels. Quelqu'un l'avise, quelqu'un qui connaît ses horaires, ses habitudes, sa vie. La peur est réelle, le harcèlement est quotidien, et la haine est là, dans chaque ligne, crue, frontale. On nous appelle, on commence à remonter, progressivement, les en-têtes des mails, les adresses IP, les relais, les traces. On tire les fils un par un, on suit la piste. On s'attend à trouver quoi? Un réseau, une cellule, un groupe organisé, quelque chose d'extérieur, de lointain, de menaçant. Et plus on remonte, plus la menace se rapproche. Et à un moment, il n'y a plus de dehors. Et la surprise, la piste s'arrête au bureau d'à côté. Le bureau d'à côté, un adjoint, frustré, froissé, quelqu'un qui travaillait avec elle tous les jours, qui la croisait dans le couloir, qui lui disait bonjour le matin, et qui, derrière son écran, se déguisait en haine antisémite pour détruire sa collègue. La haine comme masque d'une blessure d'ego. On avait 16 ans quand le faux Chaos Computer Club nous avait appris que dans un réseau, la confiance ne se présume jamais, que le danger peut venir de l'intérieur. On avait 16 ans, et 20 ans plus tard, dans les bureaux du consistoire de Paris, cette leçon revenait, intacte. Le métier de la sécurité, ce n'est pas seulement des firewalls et des lignes de code. C'est aussi ça, l'humain, la trahison, la banalité du mal derrière un écran, et la responsabilité immense de dire la vérité à des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Le danger n'arrive pas toujours de loin. Très souvent, il vient du bureau d'à côté, et parfois, il vous dit bonjour le matin. Et à chaque étape, à chaque crise, à chaque attaque, la même phrase revenait, de l'autre côté de la table. On n'avait pas vu. On n'avait pas prévu. On pensait que ça n'arriverait pas chez nous.
En 2009, l'ANSSI est créée, 14 ans après qu'on a fondé Intrinsèque. On avait un peu d'avance, ou un peu tort trop tôt selon les jours. Puis le reste a suivi. WannaCry, SolarWinds, les hôpitaux, les Jeux de Paris. De rien à 8 milliards d'euros pour le marché français de la cybersécurité. De rien à 8 milliards, parce que le monde a fini par payer ce qu'il avait longtemps refusé de voir. Et la même phrase toujours. On n'avait pas vu. C'est exactement cette phrase que j'entends aujourd'hui dans les ESN. Chapitre 3. Le paradis. Un hacker, par nature, ne reste pas. Il bouge, il teste, il repart. Quand un hacker reste quelque part 27 ans, c'est que l'endroit lui ressemble. 1999, Intrinsèque a 4 ans, on est une petite équipe, on fait du pentest, du conseil, de l'audit, on commence à avoir une réputation dans la banque et l'assurance, on sait entrer dans les systèmes, on sait les refermer et Luc de Chamard appelle. Luc de Chamard, le fondateur de Neurone, un homme que le grand public ne connaît pas, que la presse ne cite presque jamais, qui ne fait pas de keynote, qui ne tweete pas, qui ne publie pas de tribune dans les Échos et qui a construit en 40 ans le modèle de SN le plus performant de France, peut-être le plus performant d'Europe, en silence, comme un horloger, pièce par pièce. Donc quand il m'a appelé, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Je cherche des gens qui voient le numérique depuis ce qui casse, pas depuis ce qui brille ». C'était déjà une manière de trier le vrai du décor. Donc c'est une phrase rare dans les ESN. En général, dans les ESN, les phrases ressemblent plutôt à « Nous accompagnons la transformation digitale de nos clients grâce à notre expertise multisectorielle ». C'est joli, ça ne veut strictement rien dire, mais ça rassure les slides. Donc Luc, lui, ne faisait pas de slides, il faisait des comptes et les comptes étaient justes. Donc à mon arrivée chez Neurone, Luc a été un professeur précieux. Il m'a appris le commerce, le marketing, ce qu'est un DSI et plus rare encore, ce qu'est un désir de DSI. Donc il relisait mes mailings. À l'époque, c'était plus fastidieux que des mails, c'était du papier, de vraies feuilles, de vraies phrases. Il corrigeait, il rayait, il déplaçait. Il m'apprenait à faire un titre qui claque. Il m'apprenait ce qu'on appellerait aujourd'hui un tunnel de vente. Il m'apprenait le click to action avant qu'on parle comme ça. Et surtout, il m'apprenait une chose que beaucoup de formations commerciales redécouvrent périodiquement sous des noms savants, y compris à HEC, partir de la douleur du client. Tant que tu n'as pas trouvé la douleur juste, tu ne vends rien. Luc m'a appris ça. Et quand on vous apprend ça, on ne vous apprend pas seulement à vendre, on vous apprend à voir autrement. On a rejoint Neurone en 1999 et je suis resté, ce qui en dit long, parce qu'un hacker par nature ne reste pas. Un hacker, ça bouge, ça teste, ça repart, ça se lasse, ça cherche le prochain système à ouvrir. Si je suis resté, c'est parce que le modèle Neurone avait quelque chose que je n'avais vu nulle part ailleurs, de la liberté et de la discipline, les deux en même temps. On ne m'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Et on m'a donné quelque chose de plus rare encore, le temps de construire des évidences qui n'en étaient pas encore. Pour quelqu'un comme moi, c'était presque une forme rare de confiance, plus qu'un confort, une permission. Neurone, ce n'est pas une pyramide, c'est une fédération. Une vingtaine d'entités autonomes, chacune avec son patron, son compte de résultats, sa clientèle, sa spécialité. Le patron de chaque entité est entrepreneur, associé au capital, responsable de ses résultats. Pas un manager salarié qui attend les instructions du siège et qui passe sa vie à faire du reporting pour justifier son existence. Un entrepreneur, avec sa peau dans le jeu. C'est l'anti-modèle des ESN. Le modèle ESN classique, c'est la pyramide. Tout remonte, tout descend. Le siège décide, les entités exécutent. Le commercial vend, le delivery livre, le management contrôle et tout le monde remplit des tableaux Excel pour prouver qu'il mérite d'exister. Neurone, c'est le contraire. Chaque entité pense, chaque entité s'adapte et surtout, chaque entité peut agir avant que le siège n'ait fini de comprendre ce qui change. Je vais vous dire ce que c'est un paradis pour un hacker. C'est un endroit où on vous fait confiance, où on ne vous demande pas de rentrer dans un moule, où on vous donne un terrain, un PNL et une seule consigne, fais-le vivre, où personne ne vous dit comment penser, où personne ne vous oblige à vendre ce que vous ne croyez pas, où la seule hiérarchie qui compte, c'est celle du réel. Ça marche ou ça ne marche pas.
les comptes parlent, le reste est du bruit. 27 ans. J'ai vu passer des dizaines de SN qui ont changé de stratégie tous les 18 mois, qui ont poursuivi chaque mode comme si le salut venait du mot-clé suivant, et qui se sont retrouvés 10 ans plus tard, à peu près au même endroit, en moins bien. Neurone n'a jamais fait ça. Neurone a fait la même chose tous les jours pendant 40 ans, avec constance, avec discipline, avec une humilité qui ressemble à de l'orgueil silencieux. En 25 ans de cotation en bourse, Neurone n'a jamais affiché une seule perte. Jamais. Pas en 2001, bulle Internet, pas en 2008, crise financière mondiale, pas en 2020, Covid, pas en 2025, premier recul du marché ESN en 15 ans. Jamais une perte. 857 millions de chiffre d'affaires, 337 millions de trésorerie, zéro dette, plus 5% de croissance organique dans un marché à moins de. Ceux qui ont écouté l'épisode 5, celui sur les survivants, reconnaîtront peut-être quelque chose, le spécialiste profond. Le système nerveux plutôt que la forteresse, la discipline comme qualité stratégique, la capacité à dire non, la netteté plutôt que la largeur. Ce n'était pas de la théorie, c'était un endroit où je vis depuis 27 ans et dont je n'ai jamais eu envie de partir. Pour un hacker, c'est peut-être la définition la plus rare du luxe. Mais un paradis, ce n'est pas un refuge, c'est une base de lancement. Et à partir de cette base, le métier a continué à se transformer. Parce que le gamin qui ouvrait les systèmes dans le noir a fini par comprendre quelque chose. Ouvrir ne suffit pas. Montrer les trous ne suffit pas. À un moment, il faut construire. Il faut bâtir ce qui tient. Il faut passer de l'autre côté du miroir. En 2005, la mairie de Versailles nous confie l'infogérance de ses applications municipales. Le cimetière, la ludothèque, l'état civil, le cimetière de Versailles. Le hacker de La Hague qui avait accédé aux caméras d'une installation nucléaire, qui gère maintenant le logiciel du cimetière d'une mairie. Le réel a beaucoup plus d'humour que les plans de carrière. Si quelqu'un m'avait dit ça en 1995, j'aurais raccroché. Mais c'est exactement là que quelque chose de profond s'est joué. On passait de l'intrusion au service, de l'ouverture de porte à la tenue de système, du geste du hacker au geste de l'opérateur. Et j'ai découvert quelque chose que je n'attendais pas, que tenir un système tous les jours, sans bruit, sans gloire, pour que les gens puissent enterrer leurs morts, inscrire leurs enfants, emprunter un livre, c'était aussi noble que d'ouvrir une forteresse nucléaire. Le numérique devient sérieux le jour où il faut qu'il tienne pour des morts, des enfants, des livres, peut-être plus. Parce que personne ne vous applaudit, personne ne vous regarde derrière une vitre fumée. Vous tenez, c'est tout. Et en 2008, Stelliant, une entreprise d'expertise en assurance, notre premier client cloud, suivi de 18 autres dans la même année. Le cloud, en 2008, en France, c'est un mot que presque personne n'utilise encore. Mais nous, on était déjà en train de construire l'infrastructure. Pas parce qu'on avait vu le marché, parce qu'on avait vu le besoin. Des entreprises qui avaient besoin que leurs données tiennent, que leur système tienne, que quelqu'un réponde quand ça casse. Les premiers clients du cloud, c'était les banques d'affaires, les fonds de private equity, des gens pour qui la donnée est le cœur du métier et la confidentialité une condition de survie. Là encore, la même intuition que pour Payline, construire une confiance avant qu'elle ait encore tout à fait son marché. Et puis ça a remonté. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, puis les ETI et les grands comptes, Suez, Avril. Le cloud montait en gravité, client après client, pas par le discours, par la preuve. Puis, en 2015, je fais un choix. Je confie Intrinsèque à Cyril Barthélémy. Il était entré chez nous après l'EPITA. Là aussi, ce n'était pas seulement un passage de relais, c'était une histoire qui continuait. Cyril, c'est probablement l'homme le plus sérieux que je connaisse. Bien sûr, on se marre bien aussi. Mais il porte sur les épaules le poids de ce qu'il sait, et que beaucoup d'autres ne savent même pas voir. Il est d'une exigence rare, d'un perfectionnisme presque moral. Et moi, je bascule vers le cloud. La confiance changeait d'étage. En 2019, j'ouvre aussi le centre offshore d'Intrinsèque et de Cloud Temple en Tunisie. 120 recrutements en 4 ans. Et surtout, 4 années d'implication personnelle sur place. On croit ouvrir un centre offshore. En réalité, on découvre un continent, des équipes, des rythmes, une autre manière d'habiter le réel. Cloud Temple devient mon front principal. Et en 2017, je fais encore un pari que beaucoup auraient trouvé étrange. Je nomme Christophe Lezure et Sébastien Lescope directeurs généraux de Cloud Temple. 2 DG, le même poste. Sur le papier, ça avait tout pour mal finir. Dans le réel, ça a très bien marché. 9 ans plus tard, ils performent toujours ensemble. Là aussi, le réel a fini par être plus intelligent que le schéma. Et avec lui, le deuxième acte d'une vie. Le hacker ne se contente plus d'ouvrir les portes et de les refermer. Il construit les murs. À chaque étape, c'est la même histoire.
Payline avant le e-commerce. Les tests d'intrusion avant que le marché sache qu'il fallait tester. Le cloud avant qu'il devienne une évidence. Le cloud souverain qualifié avant que les régulateurs eux-mêmes comprennent ce que cela allait coûter de ne pas l'avoir. J'ai souvent eu raison trop tôt. Et quand on a raison trop tôt, le marché commence rarement par vous remercier. Il commence par vous regarder comme un original. J'ai souvent eu raison dans la solitude avant d'avoir raison dans les chiffres. Un hacker qui vend de la confiance. Le paradoxe d'une vie. Ou peut-être son accomplissement. Chapitre 4. Le même geste. En 1995, le hacker montrait au directeur informatique les trous de son réseau. En 2026, l'intelligence artificielle montre au client les trous du devis. 30 ans d'écart, le même geste. Aujourd'hui, l'ensemble s'appelle Dragonfly. D'un côté, Cloud Temple, le cloud souverain. Le Secnum Cloud, triple qualification ANSSI, le premier prestataire français à l'obtenir en 2022, le premier en France à décrocher la qualification PASS en 2024, des milliers de mètres carrés de data center pour ses clients, l'endroit où vous mettez les données que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, les données de santé, les données bancaires, les systèmes critiques, les applications qui, si elles tombent, font tomber l'entreprise avec. De l'autre côté, Intrinsèque Sécurité, le métier originel, le SOC qui tourne 24 heures sur 24, le CERT qualifié ANSSI, des dizaines de milliers de tests d'intrusion depuis sa création, des milliards d'alertes traitées, 30 ans de cicatrices accumulées sur les systèmes des autres. 2 métiers, 2 postes d'observation, mais la même question, exactement la même, depuis 30 ans. Ce système est-il ce qu'il prétend être ? Derrière la façade, qu'est-ce qui tient vraiment ? Quand on dit Secnum Cloud, beaucoup de gens entendent un label. Une case de conformité, un supplément de sérieux sur un slide. En réalité, c'est un signal de marché. Cela veut dire qu'on entre dans un territoire où la question n'est plus seulement comment héberger. La question devient dans quelles conditions cela reste acceptable. Qui contrôle l'environnement ? Qui maîtrise les dépendances ? Qui peut auditer ? Qui peut expliquer ? Qui répond quand ça casse ? Pendant un moment, on était seul avec cette certification que personne ne demandait encore formellement. Ça vous rappelle quelque chose ? 1995, la sécurité informatique. Personne ne l'a demandé, on l'a construite quand même. 2022, le cloud souverain qualifié. Peu de clients le demandaient encore, on l'a construit quand même. On construit le parachute avant la tempête. Les gens nous regardent bizarrement. Et quand la tempête arrive, on est les seuls à en avoir un. Et maintenant, en 2026, tout le monde le demande. NIS 2, l'AI Act, DORA pour la finance, le Cloud Act américain qui fait transpirer les COMEX, les régulateurs européens qui durcissent. Soudain, la question où vivent vos données et qui les contrôle n'est plus une question de paranoïaque. C'est une question de board, de risque juridique, de survie réglementaire. Et il y a très peu d'acteurs capables d'y répondre sérieusement. C'est depuis ces 2 postes d'observation que j'ai regardé le marché des ESN pendant 6 épisodes. Et c'est depuis ces 2 métiers que le parallèle m'a frappé, avec une netteté qui m'a empêché de dormir certains soirs. En 1995, je montrais au directeur informatique que son système avait des trous. Il ne le savait pas. Pas parce qu'il était incompétent, parce qu'il n'avait pas les outils pour voir. Et le jour où quelqu'un lui montrait les trous, il ne pouvait plus faire semblant. Il devait agir. En 2026, l'intelligence artificielle montre au client que le devis a des trous. Des couches qu'il payait sans savoir pourquoi. Des jours qui étaient là parce qu'ils avaient toujours été là. Des profils dont la fonction principale était de transformer une forme en une autre forme. Et l'IA le fait maintenant en 20 minutes. Le client ne peut plus faire semblant. Il doit agir. Et l'ESN, en face, ne peut plus se cacher derrière l'épaisseur du devis. Le même mécanisme, exactement le même. Une autre paroi, la même traversée. L'IA est en train de donner cette capacité à tout le monde. Chaque directeur des achats, chaque DSI, chaque client de SN. Tout le monde devient un peu hacker. Tout le monde peut soulever le couvercle. Et ce qu'on trouve en dessous surprendra beaucoup de gens. Et c'est ici qu'il faut dire quelque chose que j'aurais pu cacher, que beaucoup de gens dans ma position cacheraient. Je ne suis pas neutre. Mes métiers sont exactement les métiers que l'intelligence artificielle ne comprime pas. Le cloud souverain, la cybersécurité. Plus l'IA monte, plus le cloud se durcit. Plus l'IA accélère la production, plus elle accélère aussi les erreurs, les faux positifs, les automatisations mal conçues, les dépendances non anticipées. L'IA n'ajoute pas seulement des usages, elle durcit les conditions dans lesquelles ces usages restent acceptables. Le cloud, vu de l'intérieur, n'est plus une commodité. C'est l'endroit où les promesses doivent enfin tenir. Le cloud est très abstrait jusqu'au moment où il tombe. Là, tout le monde se souvient qu'il vivait quelque part. Et la cybersécurité, vue depuis Intrinsèque, rappelle quelque chose que le numérique n'aime jamais raconter. Chaque couche de vitesse ajoute une couche de fragilité. Chaque nouveau service ouvre une nouvelle surface d'attaque. Chaque connexion supplémentaire est un connexion de plus pour quelqu'un qui cherche à entrer.
Tout ça me donne un angle. Ça me donne aussi un biais. Et je préfère le dire que le cacher. Mais cette série n'était pas un exercice de communication. Elle était une tentative de dire ce que je vois, avec la franchise que le sujet mérite. Et la franchise, parfois, ça veut dire aussi montrer d'où on regarde, pour que chacun puisse juger de la distance. Au fond, ce podcast obéit à la même logique que le reste de ma vie. Dire trop tôt ce qui finira par devenir évident. Nommer maintenant ce que le marché préfère encore appeler autrement. J'ai souvent été pionnier malgré moi. Et quand on est pionnier, on passe longtemps pour un excessif avant de passer pour une évidence. Le marché n'aime pas qu'on lui montre trop tôt ce qui finira par lui manquer. Pendant 6 épisodes, j'ai fait exactement ce que je faisais à 22 ans. J'ai traversé la façade, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière, et j'ai dit ce que j'ai vu. Le geste n'a pas changé, seul le système a changé. Et depuis 2023, je fais la même chose avec l'IA agentique. En vérité, j'ai commencé bien avant. J'ai commencé à investir dans l'IA en 2012, et pendant des années, tout est tombé dans un puits. Jusqu'en 2023, jusqu'au génératif, jusqu'à l'agentique. AIU, pour mes entreprises, et pour mes clients, bien sûr. En 2023, je confie le projet IA à Camille Ainorni. Elle avait traversé le conseil, la communication, le marketing, avant d'arriver à l'IA. Là encore, le sujet n'était pas seulement technique. Il fallait quelqu'un pour relier les étages. Et puis il y a une scène que j'ai vue plusieurs fois maintenant. Un rendez-vous d'avant-vente. Camille écoute. Elle laisse tourner le transcript en temps réel. Elle pose 2 ou 3 questions, presque rien. Et avant même la fin de la réunion, elle montre déjà des démonstrateurs. Pas des slides, des démonstrateurs. Et le plus frappant, c'est qu'elle n'a presque pas quitté le client des yeux. La machine travaille, mais la présence reste là. C'est peut-être ça, au fond, la prochaine couche quand elle est bien habitée. Pas un humain qui disparaît derrière l'outil, un humain qui garde la relation, pendant que l'outil accélère tout le reste. Là encore, la même obsession. Ne pas subir la prochaine couche, la construire. Je ne regarde pas la prochaine porte s'ouvrir depuis le couloir. J'entre dans la pièce. Le futur m'intéresse moins comme promesse que comme chantier. Chapitre 5. La porte. 30 ans séparent le modem du podcast. Mais le gamin de Sergi n'a jamais quitté la pièce. Cette série m'a coûté, pas en argent, en sommeil, en doute, en heures passées à chercher le mot juste pour dire une chose que je voyais depuis des années sans jamais l'avoir formulée à voix haute. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je savais trop de choses pour continuer à parler comme tout le monde. À un moment, le silence devient une faute. Je n'ai rien à vous vendre. Pas de formation, pas de t-shirt à mon logo, pas de coaching à 500 € de l'heure. Je partage simplement mon expérience, sans attendre de retour. J'ai passé des nuits à essayer de dire proprement quelque chose qui, en vérité, ne l'était pas. À essayer de mettre de la tenue dans une vérité qui, elle, ne demandait la permission de personne. Des phrases abandonnées parce qu'elles étaient vraies mais pas assez justes, et d'autres gardées parce qu'elles faisaient mal exactement là où il fallait. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un métier que j'ai regardé en face, le mien, celui de mes pairs, celui de gens que je connais, que je respecte, qui se lèvent chaque matin pour faire tourner des entreprises de services dans un monde qui change plus vite qu'eux. Et j'ai dit ce que je voyais, même quand c'était inconfortable, même quand ça mordait des gens que j'estime, parce que la complaisance, dans un moment comme celui-ci, est une forme de cruauté déguisée en politesse. Je vais vous dire ce que cette série m'a appris sur moi-même. Je croyais avoir changé de métier, plusieurs fois. Hacker, consultant en sécurité, entrepreneur, patron de cloud, président d'un groupe. Les mots ont changé, les cartes de visite ont changé, les salles de réunion ont changé. Mais le geste, lui, n'a jamais changé. À 14 ans, dans ma chambre à Cergy, je soulevais le couvercle d'un système pour voir ce qu'il y avait dedans. À 22 ans, chez un directeur informatique, je soulevais le couvercle de son réseau pour lui montrer les trous. À 27 ans, à La Hague, derrière une vitre fumée, je soulevais le couvercle d'une forteresse nucléaire. À 31 ans, au consistoire de Paris, je soulevais le couvercle d'une haine qui venait du bureau d'à côté. Et aujourd'hui, dans un podcast, j'ai soulevé le couvercle d'un modèle économique que personne n'avait envie de regarder de trop près. C'est le même geste, toujours le même. Soulever, regarder, dire. Un hacker ne choisit pas cette posture, elle le choisit, et elle ne le quitte jamais. Il y a 30 ans, j'ouvrais des systèmes pour montrer aux gens ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai ouvert un modèle, le vôtre peut-être, et j'ai dit ce que j'ai vu. Un hacker ne change pas de question, il change seulement de système. Je ne sais pas si cette série changera quoi que ce soit. Je ne sais pas si un dirigeant de SN un dimanche soir se souviendra d'une phrase entendue ici et prendra une décision qu'il n'aurait pas prise autrement. Je ne sais pas si Sophie, Karim, Philippe ou Youssef reconnaîtront leur propre histoire. Je ne sais pas si le marché, dans 24 mois, ressemblera à ce que j'ai décrit ou à quelque chose de complètement différent.
Mais je sais une chose, la même chose que je savais à 14 ans à 2 heures du matin devant un écran de texte blanc sur fond noir. Les systèmes mentent d'abord à ceux qui les administrent. C'est peut-être pour ça que j'ai passé ma vie à les faire parler. Un système qui refuse d'être regardé est un système qui a quelque chose à cacher. Et un système qui a quelque chose à cacher finit toujours par céder. Toujours. La seule question, c'est quand ? Une dernière fois. Je m'appelle Franck Dubray, ancien hacker, fondateur d'Intrinsèque en 1995, président de Dragonfly, Cloud Temple et Intrinsèque Sécurité, filiale de Neurone depuis 1999. Et depuis 30 ans, je fais la même chose. Je traverse les façades, je regarde ce qui tient et je dis ce que je vois. Un hacker qui vend de la confiance depuis 30 ans, le paradoxe d'une vie, ou peut-être son accomplissement. J'ai souvent eu raison dans la solitude, et la solitude au début ne ressemble jamais à une victoire. Si on m'avait dit, à 15 ans, que je vendrais un jour de la confiance, j'aurais probablement raccroché. Construire trop tôt ce qui finit par devenir indispensable, au fond, c'est toute ma vie. Pas de réseau, pas d'argent, juste des illusions et de la motivation. Et une porte qui ne s'est jamais refermée. Pas la première, pas la dernière. Vous écoutiez Le Centre de Gravité. Cet épisode s'appelait « D'où parlait cette voix ?» La série s'achève ici. Vous savez maintenant d'où parlait cette voix. Le reste ne dépend plus d'un podcast. Il appartient à ceux qui décident.